Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV. Comme tous les jours, votre rendez-vous quotidien autour de ce mondial 2026 Extra Time mondial. On va parler des matchs de la soirée, de belles victoires et même des tempêtes de buts. Je suis en train de spoiler un peu le flash du mondial. Noah Bézé, bonjour Noah. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous retrouver aujourd'hui encore pour parler de cette incroyable Coupe du Monde de football. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un revenant, un ancien collègue de Medi 1, Saël Sissoko. Bonsoir Saël. Bonsoir Noah, bonsoir Anas, bonsoir aux téléspectateurs de Medi 1. C'est un réel plaisir de revenir à la maison. Et à vos côtés, en tout cas sur les écrans, peut-être pas en tout cas géographiquement, puisqu'il est en direct avec nous depuis Oujda, Ayman Zizi, consultant sportif. Merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Anas, merci Noah. Je suis content d'être avec vous. Merci. Plaisir réciproque Noah. Première partie, on y va. On commence cette édition avec le flash du mondial. Et c'est bien une tempête de buts qu'a subi le stade d'Arlington dans la banlieue de Dallas lors du match Angleterre-Croatie. Les débats avaient pourtant débuté timidement avec une domination britannique qui ne tarde pas à se concrétiser. Harry Kane inscrit le premier but de la rencontre sur pénalty. La Croatie répond grâce à Sutic qui pénètre dans la surface puis sert un retrait Baturina à 20 mètres du but. Égalisation à la 30e minute de jeu. Les Anglais empilent les corners puis Declan Rice trouve la tête de son capitaine Harry Kane. La joie est de courte durée. Perisic permet au sein de sortir au vestiaire sur 2 buts partout. Et en deuxième période de jeu, Jude Bellingham trouve les filets d'une belle frappe croisée que le portier croate n'arrive pas à repousser. Les Three Lions ne s'arrêtent pas là. Rashford finit par faire la différence. Score final 4-2. Les Anglais sont en tête du groupe L. Et puis le Panama et le Ghana se sont affrontés pour le deuxième match du groupe F. Le Panama, sans inspiration, a pourtant failli surprendre d'entrée dans l'intervention décisive du portier des Black Stars. Peu d'occasions, quelques rares occasions de but, mais peu menaçantes de part et d'autre. La première mi-temps aura été finalement plutôt terne. Le second acte s'est montré un peu plus animé. Les deux équipes semblaient craindre davantage la défaite que rechercher la victoire. Finalement, au bout du temps additionnel, la rencontre a basculé. Asante déborde sur son côté avant d'adresser un centre parfait à Yerenki, surgissant en sauveur pour offrir la victoire aux Black Stars. Ce but libère le Ghana et lui ouvre déjà la voie vers une possible qualification parmi les meilleurs troisièmes avant d'affronter l'Angleterre pour son prochain match. Surprise, le Portugal tenu en échec par la République démocratique du Congo pour son entrée dans la compétition. Les Portugais ont marqué très tôt par João Neves, mais se sont ensuite trop reposés sur leur avantage, permettant aux Congolais de revenir avant la pause grâce à Yohan Wissa. Malgré un Portugal qui a enchaîné les occasions, la défense congolaise a su tenir bon. Score final 1 but partout, la RDC décroche le premier point de son histoire en Coupe du Monde et occupe la deuxième place du groupe ex aequo avec le Portugal derrière la Colombie. Et justement, les Cafeteros ont réussi leur entrée en Coupe du Monde en battant l'Ouzbékistan. Porté par un Luis Diaz décisif, les Colombiens ont pu compter sur l'ailier du Bayern Munich pour délivrer une passe décisive à Daniel Munoz qui ouvre le score à la 40e minute de jeu. Au cours de la deuxième période, l'Ouzbékistan a remis les deux équipes à égalité en inscrivant le tout premier but de son histoire en Coupe du Monde. La joie des Ouzbeks fut de courte durée. Luis Diaz redonne l'avantage à la Colombie et dans le temps additionnel, Johan Arias Campaz scelle définitivement la victoire colombienne en inscrivant le troisième but. Le score final 3-1. Les Cafeteros sont premiers du groupe K. Et enfin, le Maroc poursuit son ascension dans le classement FIFA. La sélection nationale a grimpé à la 6e place mondiale, une progression due notamment aux résultats positifs des Lions de l'Atlas lors de leur dernière rencontre. Le match nul concédé par le Portugal face à la RDC permet également au Maroc de dépasser le Portugal. Le Maroc 6e et le Brésil 5e gagnent chacun une place, tandis que le Portugal recule de 2 rangs et se retrouve 7e. L'Argentine conserve la tête du classement devant la France, l'Espagne et l'Angleterre. Et sans plus tarder, on passe tout de suite au débrief.
faut le dire, à l'heure actuelle, 10 nations africaines participent à cette Coupe du Monde 2026. Des résultats positifs et encourageants ont marqué cette première journée de phase de groupe. Est-ce qu'on peut dire que les résultats déjà concédés jusque-là, pour cette première journée, sont beaucoup plus encourageants que les éditions précédentes de la Coupe du Monde, surtout pour les nations africaines? Qu'est-ce que vous en pensez, Sahel? Les résultats sont encourageants, il faut le dire. Comparaison n'est pas raison parce que cette édition, avec 48 équipes, l'Afrique a droit à 10 représentants. Du coup, le nombre augmente également. Mais quand on voit les résultats, il y a eu 3 matchs nuls, 4 matchs nuls. Mais je pense que les victoires de la Côte d'Ivoire, la victoire également du Ghana, reviennent un peu rehausser le niveau. Il y a eu le match nul du Maroc face au Brésil qui aurait mérité faire mieux. Il y a eu également le match nul du Congo hier face au Portugal, qui était un gros morceau. Il ne faut pas le minimiser. Il n'y a que, par exemple, l'Algérie, la Tunisie qui étaient carrément passées à côté de leur match et l'Afrique du Sud. Je pense que ce sont ces 3 équipes-là qui ont déjoué complètement. Le Sénégal a fait une bonne première mi-temps face à la France, c'est encourageant. Mais c'est incliné 3-1 de façon globale. Moi, je pense que le niveau est encourageant pour les sélections africaines. Par exemple, en Portugal, Congo, il y a 8 ans, on s'attendait à une promenade de santé du Portugal. Mais hier, il y a eu une belle prestation des Léopards. Moi, je pense qu'ils auraient même pu faire mieux parce qu'ils ont eu des situations de contre. Ce qui me désole un peu pour les sélections africaines, c'est le niveau d'efficacité offensive du moins, parce que pour moi, le haut niveau, c'est l'efficacité dans la surface, dans les surfaces. Défensivement, il y a de bons blocs, c'est serré, c'est compact, mais offensivement, on vendange beaucoup, on rate beaucoup d'occasions. Et le haut niveau, ça ne pardonne pas. Quand vous manquez 2 à 3 occasions, vous donnez confiance à l'adversaire. Et notamment, on l'a vu lors du match du Maroc face au Brésil. Autant on termine avec un match nul, mais le Maroc aurait pu gagner ce match-là si ces occasions lors de la première période avaient été concrétisées. Au total, ça fait 2 victoires pour les sélections africaines et 4 matchs nuls et 4 défaites. Ayman, sur le papier, ce bilan-là, ce premier bilan pour les sélections africaines paraît plutôt mitigé, mais quand on connaît le contexte de certaines sélections, même si le Maroc déjà justement commence avec un match nul, n'a jamais gagné de match d'ouverture, on se dit qu'il y a quand même des belles choses qui ont été proposées par les sélections du continent lors de cette première journée. C'est un bon début. C'est très encourageant de la part des équipes africaines. On a vu des bons matchs qui étaient bien négociés sur le plan tactique surtout. C'est des équipes qui savent défendre en bloc. On a vu un match Portugal-RDC, un bon match bien négocié de la part du coach de Sabah. La même chose pour le Cap-Vert contre l'Espagne. On a vu un match aussi très costaud sur le plan défensif de la part de Cap-Vert. C'est une bonne équipe qui a beaucoup évolué dernièrement. C'est vrai, il était absent durant la dernière CAN au Maroc, mais il s'est classé premier durant les qualifications de la Coupe du Monde. C'est un collectif qui se développe. Donc, ils ont fait une très bonne prestation à l'édition Côte d'Ivoire, avant cette édition de CAN, la dernière édition au Maroc. Aussi, je pense, aujourd'hui, c'est encore tôt pour évaluer la prestation africaine des équipes nationales pour le moment, mais on peut dire que c'est un bon début. Donc, en principe, on doit se baser sur la durabilité, sur la continuité de la prestation. C'est une gestion de tout un premier tour. C'est 3 matchs, ce n'est pas un seul match. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des indicateurs qui peuvent être rassurants pour les équipes africaines pour aller plus loin dans cette compétition, mais c'est encore tôt. Et je pense, comme il a évoqué mon collègue de Paris, c'est vrai, le projet de jeu des équipes africaines, il y a un manquement au niveau de la phase offensive, l'organisation offensive. Parfois, on trouve un projet de jeu qui se base seulement sur la phase défensive. Une bonne organisation en bloc médian, on bloque pas. Mais après, sur le plan offensif, on voit pas beaucoup de choses. Après, les conditions climatiques, la chaleur, tout ça à gérer. C'est juste un premier match. On a vu comment le Sénégal a craqué après 60 minutes devant la France. Après, on avait juste une équipe qui était sur le terrain. Les Bleus, ils ont régalé devant une Sénégal. Donc, je pense aujourd'hui, c'est bien ce qu'on a vu.
mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'aujourd'hui, le football africain il est en train de progresser et l'écart avec le football européen a été minimisé ou bien réduit. Et pour revenir, on reviendra un peu plus en détail sur les performances des nations africaines pour cette première journée de phase de groupe. Et tout de suite, je vous propose de visionner le récit de Ilyes El-Amraoui qui revient un peu sur les résultats des nations africaines. Avec 2 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, les sélections africaines ont connu une première journée contrastée. Le mondial s'est ouvert avec la défaite de l'Afrique du Sud face au Mexique, 2-0. Les Bafana Bafana ont manqué de maîtrise et payé leur indiscipline avec 2 expulsions. Le Maroc, quant à lui, a marqué les esprits en tenant tête au Brésil, 1 but partout. Saïbéry a ouvert le score pour les Lions de l'Atlas avant que le Brésil ne revienne dans la rencontre, tandis que le jeune Ayoub Boadi a impressionné par sa maturité au milieu de terrain. Même satisfaction pour le Cap-Vert, auteur d'un exploit face à l'Espagne sur un score de parité. Le gardien Vodinha a été l'un des plus grands artisans de ce résultat historique pour les requins bleus. L'Égypte a également réalisé une bonne entrée en obtenant un match nul face à la Belgique 1-1, tandis que la République démocratique du Congo a écrit une page de son histoire en tenant en échec le Portugal de Cristiano Ronaldo pour son retour en Coupe du Monde. Parmi les déceptions, la Tunisie a subi la plus lourde défaite africaine de cette première journée, balayée 5-1 par la Suède, une contre-performance qui a conduit au remplacement du sélectionneur Sabri Lamouchi par Hervé Renard. Le Sénégal s'est incliné 3-1 face à la France après avoir tenu en première mi-temps, tout comme l'Algérie, dominée 3-0 par l'Argentine de Lionel Messi. Enfin, la Côte d'Ivoire s'est imposée face à l'Équateur, 1-0 grâce à Ahmed Diallo. L'ambiance pourtant penchait en faveur de l'Équateur, soutenue par un public nombreux, tandis que les supporters ivoiriens étaient moins présents, notamment en raison de restrictions de visa. Et le Ghana aussi s'est imposé sur le fil face au Panama grâce à Yerinki dans les dernières secondes du match. Des débuts contrastés, mais plusieurs nations africaines ont déjà montré qu'elles peuvent rivaliser avec les grandes équipes de ce mondial. Eh bien, on va voir si ces nations africaines vont pouvoir rivaliser avec ces grandes nations européennes qui sont beaucoup plus en place, qui ont déjà un historique de victoire dans cette compétition. En revanche, c'est vrai que les nations africaines, il faut le dire aussi, on a l'impression que par rapport aux éditions précédentes, il y a quand même une maturité tactique nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que l'épopée du Maroc de 2021 a un peu ouvert la voie à ces nations africaines pour un peu plus prendre confiance en termes tactiques, s'opposer un peu à ces nations européennes qui sont leaders de cette compétition? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on sent un peu cette maturité tactique que démontrent un peu ces nations africaines pour cette édition de la Coupe du Monde? Sahel, qu'est-ce que tu en penses? Je pense quand même le Maroc, ce que le Maroc a réalisé en 2022 est historique. Ils ont brisé le plafond de verre en s'hissant en demi-finale de Coupe du Monde. Et par rapport à l'esprit de solidarité sur le terrain, et à l'époque, Regragui, c'était quand même un groupe costaud qui était solidaire, le bloc compact et joué en transition. Le Maroc a bien sûr montré la voie et dans plusieurs discours, des joueurs, des équipes qualifiées, ils prennent exemple sur le Maroc. Je pense que le Maroc aujourd'hui a démontré qu'il n'y a pas de complexe aussi à nourrir vis-à-vis des sélections européennes, et que ce premier match d'ailleurs du Maroc face au Brésil, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul Brésil sur le terrain, et ce sont les Brésiliens d'Afrique. Moi je pense que beaucoup de sélections africaines, mais attention, cela pourrait se retourner contre certaines sélections en voulant faire comme le Maroc, en voulant surjouer. Et ça faut vous plomber. On a vu les Algériens avant le match face à l'Argentine dire que voilà, ils vont jouer. Mais finalement, ça s'est très mal passé et que le score 3-0 a été sévère. Le Sénégal également, on a vu avant la France, il y a eu des discours des joueurs, des binationaux qui ont pensé que l'exemple de 2002 pouvait servir, ou l'exemple de ce que le Maroc avait réalisé en 2022. Mais attention à l'excès de confiance et à surjouer sur ce qui a été fait par le Maroc, qui n'a pas forcément les mêmes qualités que certaines équipes d'Afrique. Et cet excès de confiance-là, il ne faut pas l'avoir, surtout que certaines sélections dans cette phase de groupe, en tout cas sur cette première journée, ont réalisé de bons résultats face au Cador. On parle du Brésil tenu en échec par le Maroc, on parle de la Belgique tenue en échec par l'Égypte, on parle du Portugal qui a pris le match nul face au Congo. Est-ce que justement, pour les matchs suivants, et je vais me tourner vers Emen pour parler de ça, ces matchs-là, ils sont encourageants, oui, parce que vous allez chercher un point qui est peut-être inespéré dans cette compétition-là face à des grandes équipes, mais ensuite, il y a des
des adversaires plus abordables qui vous attendent. Et là, à ce moment-là, il ne faudra pas avoir beaucoup de confiance ou se dire que, eh bien, on a fait match nul contre la Belgique, donc forcément, on va battre l'Iran ou la Nouvelle-Zélande, comme le cas de l'Égypte, par exemple. Je pense aujourd'hui, les équipes africaines, ils ont les qualités. Donc, la qualité individuelle, elle est là, la qualité de joueur. Sur le plan offensif, c'est ça la question qu'on doit poser. Est-ce qu'on possède les moyens pour affronter les grandes nations? Est-ce qu'on a une vision sur le plan offensif? Ou est-ce qu'on est capable de mettre un projet en place, un projet de jeu, une organisation offensive? C'est ça la question. Parce que dans le passé, dans les éditions précédentes, c'est vrai, une équipe peut rivaliser une grande nation de football dans le top 10 du classement FIFA, peuvent gagner, mais est-ce qu'il va continuer avec la même intensité, avec le même rythme devant les autres? On a vu pas mal d'exemples. Après un match, les deux matchs, c'est des résultats catastrophiques, c'est une prestation qui n'atteint pas les attentes, la hauteur des supporters. Donc aujourd'hui, moi, je veux exclure le Maroc des équipes africaines. Ce qui a montré le Maroc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est des Marocains, on le dit, mais c'est la réalité. Le Maroc a pratiqué un football très développé, un système de jeu très hybride. On a vu, les idées sont claires, les comportements des joueurs, la gestion d'espace, la gestion du temps, la gestion des points, les moments forts, les moments faibles. Après, c'est les matchs, chaque match a ses vérités. Donc, je vois aussi que le staff marocain, le coach, il met un scénario, il n'attend pas que ce scénario le voit sur le terrain, mais il le provoque à travers des consignes, à travers des changements. Aujourd'hui, je pense le Maroc, il a tous les moyens pour aller loin. Son projet de jeu a beaucoup évolué par rapport à l'édition précédente au Qatar. C'est vrai, l'édition précédente, on avait un seul système de jeu. On joue avec un bloc bas et on se base sur les transitions. Et quand on a joué les demi-finales devant la France et on a changé le système, c'était un déséquilibre total et on a payé très cher ce changement. Aujourd'hui, c'est différent. On voit une équipe avec un dispositif nouveau, avec des joueurs très jeunes, très talentueux, mais il y a une certaine intelligence dans le jeu qui peut récompenser le manque de vécu qui existe. Par rapport aux autres équipes africaines, je pense aujourd'hui il faut être réaliste, il faut aller jouer match par match. Chaque match a ses vérités, mais passer le premier tour, ça doit être un objectif en premier lieu. Après, on va voir, tout dépend des conditions, tout dépend des équipes qui vont affronter. Je pense aujourd'hui, c'est un bon début, un bon départ, mais restez prudent. C'est pas suffisant. Je pense aujourd'hui, le football africain, c'est vrai, il a beaucoup évolué. Et comme vous avez évoqué, c'est vrai, la rigueur tactique, défensive, elle est là et tout le monde sait défendre en bloc. Il peut créer beaucoup de problèmes pour les adversaires, les grandes nations, mais est-ce que possède des armes pour aller attaquer et gagner des matchs? C'est ça la question toujours. Vous avez parlé de vécu et c'est vrai que c'est aussi dû, ces résultats encourageants des nations africaines dans cette phase de groupe, c'est aussi dû au fait que la compétition aujourd'hui a été élargie en passant de 32 à 48 équipes. Donc ce sont beaucoup plus d'équipes qui ont la chance et l'opportunité de réaliser de bons matchs et peut-être parfois de créer la surprise face à de grandes nations du football. Il y a le président de l'UEFA qui a un peu critiqué un peu ce nouveau format de la Coupe du Monde, qui a dit que ça pénalisait un peu le jeu. Moi, au contraire, je pense que sincèrement, si on donne plus de chance à des nations, c'est vrai que leurs débuts vont être difficiles, mais comment alors leur donner la chance si on ne les inclut pas dans une compétition internationale? Ça s'appelle la Coupe du Monde et ce n'est pas pour rien, moi, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Saël? Je pense quand même que si Alexandre Tsifrin le dit, c'est parce qu'il a oublié certaines réalités de mondialisation, de globalisation. Je pense que le football aujourd'hui n'appartient pas à l'Europe parce que c'est une vision eurocentrique de cette lecture-là, de penser que la Coupe du Monde était mieux avec 36 nations, 30, je sais pas quoi. Mais le fait d'élargir aujourd'hui cette Coupe du Monde à 48 nations, ça ouvre les chances aujourd'hui à l'Afrique qui a aujourd'hui des représentants, mais je pense que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde pensait que c'était un cercle bien fermé, restreint,
Aujourd'hui, regardons les nations comme le Brésil. Le Brésil, depuis 2002, ils sont nostalgiques, mais le Brésil, c'est que de nom. Et on l'a vu face au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, est largement au-dessus de beaucoup de sélections européennes, sud-américaines. Mais maintenant, quand il s'agit, je pense que le communiqué conjoint des confédérations africaines de football a parfaitement répondu à cette question-là, à cette boutade. Moi, je pense que non, le format à 48 équipes, tout ce qui est nouveau pour déranger certains. On a vu le nouveau format de la Ligue des Champions de l'UEFA. Au début, tout le monde était réticent. Non, mais c'était mieux avant. Non, ce n'est pas mieux avant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle donne qui change, une nouvelle donne qui donne aux opportunités aux sélections africaines, aux petits poussés, entre guillemets, de s'exprimer. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la Coupe du Monde, c'est une belle fête mondiale. Chaque pays vient avec sa culture, avec son vécu, avec son expérience. Et je pense que moi, je suis content pour ce format-là. Et je pense aussi que cette polémique-là autour du nombre de participants, c'est quelque chose qu'on a dû voir depuis déjà plusieurs années. C'est-à-dire qu'on rappelle dès le début, une Coupe du Monde, c'était à 8 équipes. Donc ensuite, on a ajouté, et même ensuite, quand c'est passé à 16, 24, 32, enfin, toujours cette polémique-là parce qu'il y a des nouvelles sélections. Mais au final, cette Coupe du Monde-là nous permet d'avoir de très belles histoires. On l'a déjà vu, que ce soit avec le Cap-Vert, avec Curaçao également. Ayman, rapidement, pour finir cette émission, je vais me tourner vers vous pour parler du communiqué de la Fédération royale marocaine qui était revenue, en tout cas pour contrer les propos d'Alexander Ceferin. La position aussi de la Fédération royale marocaine, elle est importante à l'échelle africaine pour montrer son mécontentement envers les déclarations de Ceferin. Absolument. Absolument. Le Maroc aujourd'hui est là son poids sur la scène footballistique internationale et africaine. C'est un membre de la FIFA. Aujourd'hui, le Maroc, à travers ses projets, ses progrès, ses réalisations, il a son mot à dire. Je pense aujourd'hui, l'UEFA était toujours pour un football d'élite. Et il n'aime pas élargir les pays participants. Il veut que garder la main sur le football. La FIFA, il a une autre vision aujourd'hui. Il essaie d'élargir le maximum possible, de donner à tous les pays les chances. C'est deux projets différents, c'est des idées. Aujourd'hui, l'UEFA essaie de profiter de ce Coupe du Monde, de l'impact médiatique pour faire passer ces messages. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a soi-disant un conflit d'intérêts ou bien il y a une concurrence entre l'UEFA et la FIFA. Chacun veut mettre ses projets, mettre sa vision. Les Européens aujourd'hui, peut-être qu'ils veulent garder la main sur l'évolution du football avec les idées, avec les projets. La FIFA, elle refuse. Ils s'orientent le football vers l'Afrique, vers l'Asie. Donc, je pense aujourd'hui, la FIFA, il a son mot à dire. C'est son projet. Donc, c'est son événement. Il est là. Donc, c'est tout à fait normal ce genre de déclaration pour moi qui crée la polémique un petit peu, le débat. Mais je pense l'Afrique, l'Asie, j'espère aussi qu'ils vont réaliser des belles choses durant cette Coupe du Monde pour qu'il soit une réponse directe à l'UEFA et son président. En tout cas, on leur souhaite. Merci Ayman Azizi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant sportif. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci également, on va remercier Sahel. Bien sûr, Sahel Sissoko, merci beaucoup, journaliste sportif. Vous passez également avec la radio, Média Radio, revenant de Média. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Anas, merci Nora, à très bientôt. À très bientôt Nora. Ouais, merci beaucoup, on dit au revoir. Rendez-vous à demain à 17h30 pour une nouvelle édition d'Extra Time du Mondial.